Chers amis, merci beaucoup d'avoir consacré cette journée à une présence, à une réunion de formation de Civitas. Je sais que pour certains d'entre vous, c'est une première rencontre avec Civitas et que ce n'est pas nécessairement avec, je dirais, des acquis que vous venez. Vous ne venez pas nécessairement en ayant d'emblée envie de vous engager dans Civitas, mais vous venez au moins pour découvrir ce qu'est Civitas. Et je vais donc essayer de m'atteler à vous convaincre de la nécessité impérieuse de vous y engager, de tout au moins vous engager, que ce soit dans Civitas ou dans un autre mouvement, mais de vous engager pour que la société puisse redevenir catholique et pour que nos familles puissent être à nouveau préservées des fléaux de ce temps. Le responsable de la section m'a demandé de vous parler du pass sanitaire au pass carbone. Alors, le sujet, évidemment, peut a priori ne pas être particulièrement enthousiasmant, mais je vais essayer de vous montrer à travers cela comment se met en place un totalitarisme et comment ce totalitarisme correspond précisément à une petite phrase dont la plupart d'entre vous ont entendu parler. Elle a été prononcée par Klaus Schwab, le directeur du Forum économique mondial de Davos. Cette phrase, c'est la suivante. Vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux. Vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux. Donc je vais essayer de vous montrer comment ce qui se met en place est précisément la traduction concrète de cette petite phrase. Vous avez tous en tête, vous l'avez tous vécu, ce qu'a été le totalitarisme conséquent à l'annonce de ce dit virus Covid-19, de cette pandémie, dirais-je, cette pandémie organisée à bon escient pour permettre à différents États de mettre en place des législations renforçant des outils de répression et comment tout cela entre précisément dans la réalisation, la concrétisation de l'objectif du plan du nouvel ordre mondial. Bon, rappelons quelques faits, je n'ai pas besoin de m'étendre, mais vous les avez tous vécus, mais c'est important de comprendre comment et de se souvenir de comment les esprits ont été à ce point manipulés. Souvenez-vous qu'on nous a annoncé en décembre 2019 un virus venant de Chine, qu'on nous a expliqué que ce virus, dans un premier temps, avait pour origine un pangolin, que à l'époque, je pense, peu de gens finalement connaissaient ce qu'était un pangolin, et au moins ça a permis à la plupart d'entre nous de découvrir ce petit animal charmant et écaillé, qui en fait, au préalable, avait déjà, comme par hasard, fait l'objet d'une couverture d'un magazine anglais, le Times, qui avait anticipé l'annonce d'une pandémie avec une couverture représentant différents symboles, et sur ces différents symboles, il y avait le symbole d'un virus, il y avait également un pangolin, comme quoi certains ont un don extraordinaire de visionnaire pour pouvoir envisager plus d'un an à l'avance que le pangolin allait devenir un animal central de notre quotidien. Je vous rappelle toutes les aberrations qui ont entouré cette annonce de ce virus et qui démontrent à quel point l'opinion publique est facilement manipulable et à quel point on peut tout lui faire faire malgré des évidences d'absurdité. Souvenons-nous, on nous a dit dans un premier temps que le masque n'était absolument pas souhaitable parce qu'il ne correspondait pas aux besoins de la maladie.
Et puis, ensuite, on nous a dit que le masque était obligatoire. Les mêmes qui nous ont dit qu'il n'y a aucune raison de mettre un masque, nous ont dit ensuite que ce masque devait être obligatoire. Et malgré cette incohérence, la plupart du troupeau a suivi. On nous a dit aussi que, pour notre sauvegarde, bien sûr, dans un premier temps, nous pouvions encore aller au restaurant, manger ensemble, mais que soit il faudrait installer des vitres entre nous, quoi de plus évidemment convivial que de prendre un déjeuner avec une vitre qui nous sépare de notre vis-à-vis. C'est vraiment un moment évidemment de grand partage entre amis, entre membres de la famille. Mais l'absurdité est allée beaucoup plus loin quand on nous a dit que on pouvait ne pas porter le masque lorsqu'on était assis, mais on devait le mettre lorsqu'on était debout. Parce qu'évidemment, c'est quelque chose que tout le monde a en tête, c'est que le virus, il a évidemment ses préférences quant à l'altitude à laquelle il contamine un individu. Si vous êtes assis, eh bien, vous ne risquez rien. Le virus n'aime pas les personnes, n'aime pas s'attaquer aux gens qui sont assis. On imagine que par contre, donc, il a une prédilection pour les gens qui sont debout. Et cette absurdité n'a pas provoqué plus de désaveux que cela. Bien sûr, il y a eu des sourires, mais somme toute, c'est resté dans le monde dit des complotistes. La grande majorité du troupeau n'a pas relevé l'absurdité d'un tel propos. On se demande d'ailleurs si une personne de petite taille, si un nain devait mettre du coup le masque lorsqu'il était debout, mais à la même taille qu'une personne de grande taille assise. Il reste à déterminer de la part de nos experts dans quelle mesure donc le masque est à ce point sélectif, dans quelle mesure le virus est à ce point sélectif. Mais voyez-vous, ce qui est justement inquiétant, on en sourit, effectivement. Maintenant, on voit tous à quel point c'était risible. Mais à l'époque, la grande majorité des gens ont suivi tout cela. Ils ne se sont pas véritablement révoltés. Vous avez été nombreux, voilà, dans cette assemblée à participer au rassemblement, aux protestations auxquelles participait évidemment activement Civitas, mais la grande majorité de la population a suivi. Et c'est l'occasion de remarquer la docilité du troupeau. C'est-à-dire que même devant l'absurde, l'autorité impose des règles, même devant l'absurde. Je dirais non seulement même devant l'absurde, mais même devant les plus grandes émotions envisageables de la part d'un individu. J'étais persuadé que le déclic, cela allait être l'atteinte à nos familles. Et même cela, ça n'a pas réveillé la plupart de nos contemporains. On a osé nous donner des directives pour le repas de Noël. Souvenez-vous, c'est quand même extraordinaire. On a été jusqu'à nous dire que, eh bien, il fallait que les grands-parents aillent prendre le repas et la bûche à la cuisine pendant que les enfants mangeaient dans le salon. On nous a dit qu'il fallait tenir le masque pour l'apéritif, le prendre, le baisser juste pour avaler les akouskis, le remettre et ensuite le redescendre pour le repas, le plat principal. Et tout ça est passé. Tout ça a été suivi des faits. Une grande partie des gens ont gobé tout ça. Même s'ils trouvaient que c'était absurde, très peu, somme toute, de la population se sont révoltés. Et on voit la même chose au niveau de l'école. Lorsqu'on a commencé à dire qu'il allait falloir vacciner les enfants, on aurait pu penser que là, vraiment, c'était le sommet qui était atteint, que là, les parents allaient se réveiller. Parce qu'il était une évidence qu'ils n'étaient pas concernés par les risques du Covid. Et même ça, la plupart des parents se sont pliés.
Et c'est important de le souligner parce que c'est très significatif par rapport à tout ce qui va suivre. Nous sommes entrés dans un processus de manipulation globale qui n'est pas prêt de s'arrêter et qui va amener, hélas, une grande partie de nos contemporains, une grande partie de ceux qui nous entourent, y compris, hélas, souvent parmi nos amis et dans nos familles, à suivre jusqu'au bout une opération de manipulation générale des populations pour mettre en place ce nouvel ordre mondial. Bien sûr, la stratégie de base, c'est la stratégie de la peur. Elle est l'élément clé pour la réussite de ce système. Et nous allons donc connaître l'enchaînement des stratégies de peur. Il fallait nous faire peur du Covid, il allait être l'élément qui allait tuer tant et tant de ceux qui nous entourent, et au final nous voyons que s'il y a bien des gens qui meurent, ce sont bien plus souvent en raison d'effets secondaires de la vaccination que du Covid lui-même. On a enchaîné ensuite avec la peur des pénuries, et on nous a donc organisé, il faut bien le dire, des pénuries alimentaires, puis des pénuries énergétiques. Elles ne sont pas raisonnablement le fruit de quelque chose de réel. Non, elles sont organisées. Ensuite, on est passé à la peur de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui devait s'étendre à l'ensemble du continent européen. Et combien de gens n'ont pas commencé à faire des réserves alimentaires chez elles, de peur que les chars russes soient bientôt à Paris. Et puis ensuite, l'autre peur qui suit, c'est la peur du réchauffement climatique. Et on voit à quel point, jusque dans les écoles, on cherche à effrayer les gens sur ce que va être l'avenir des catastrophes, des tsunamis, des inondations, des tempêtes, etc. Rien, en fait, n'est laissé au hasard. Il ne faut laisser aucun temps mort. Les esprits des gens qui se laissent conditionner par la télé, l'Internet, les médias dominants, sont vraiment dans une maîtrise totale. C'est la psychologie des foules dont parlait autrefois Gustave Le Bon, qui a été mise à jour pour la réaliser avec les outils technologiques du moment. Et cette psychologie des foules de Gustave Le Bon, eh bien on voit à quel point, si justement on s'affranchit des moyens technologiques que lui décrivait pour les adapter aux moyens technologiques du jour, eh bien tous les éléments de conditionnement d'une foule étaient magnifiquement décrits par Gustave Le Bon. Et on voit à quel point, voilà, nos contemporains qui s'imaginent être éveillés, qui parce qu'ils maîtrisent toutes sortes d'outils, d'écrans, de machines, pensent être intelligents, sont en fait autrement plus bêtes que l'étaient nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. La suite donc de cela, c'est que nous allons maintenant connaître progressivement la mise en place d'une nouvelle peur. On en voit déjà la propagande depuis tout un certain temps. C'est cette fameuse peur du réchauffement climatique qui doit amener à donc un nouveau type de pass, le pass carbone, le pass énergétique. Vous allez me demander en quoi réellement ça doit nous inquiéter ou en quoi ça va nous concerner. Et précisément, il est important d'avoir conscience que le premier objectif de ça va être l'appauvrissement de nos populations et la mise en place de toute une série de possibilités de rendre de plus en plus difficile la propriété immobilière.
L'objectif premier de cela, ça va être de s'en prendre à la propriété. Alors, je vais vous citer, parce qu'évidemment il serait facile, et c'est fréquemment l'argument de nos adversaires de dire mais vous extrapolez, c'est parce que vous êtes complotiste, vous tirez des conclusions hâtives qui n'ont pas lieu d'être. Alors, je vais vous citer quelques phrases émanant d'une tribune de Jacques Attali. Voilà, Jacques Attali, c'est quand même, c'est une boussole de notre temps. Hein. Jacques Attali, rappelons-le, c'est le conseiller omniprésent à l'Élysée, quel que soit le président de la République. Vous pouvez enchaîner tous les présidents de la République depuis plusieurs décennies, ils passent, lui reste. Peu importe leur étiquette politique, socialiste, républicain, UMP, avant et républicain, ou macroniste, voilà, ça n'a pas d'importance. Lui, Jacques Attali, il est toujours là à leur côté. Il est toujours là à souffler à l'oreille du président ce qu'il faut penser. Ce grand visionnaire, lui qui sait ce qui va se dérouler, et il faut bien dire que, étant donné toutes les organisations auxquelles il participe, du Congrès juif mondial au Bilderberg, en passant par le Forum économique de Davos et le Club Le Siècle, oui, indéniablement, M. Jacques Attali est dans les cercles du pouvoir, les cercles mondialistes, donc il a effectivement les échos de ce qui se prépare pour nous sans que nous soyons consultés. Et donc, sur son blog, parce qu'il a un blog, M. Jacques Attali, le 12 avril 2023, envisageait la nouvelle crise financière qui vient. Bon, je ne vais pas évidemment vous ennuyer avec l'essentiel de son texte, ce sont des généralités, mais c'est la conclusion qui est intéressante. Il annonce que donc la crise financière qui vient va être d'une ampleur sans précédent. Et il se demande donc comment l'éviter. Et il émet 4 solutions. Et je vous cite ces solutions. Première, des économies radicales dans le même mode de développement. Et il ajoute qui ne feront que créer de la misère et de la violence. La deuxième solution qu'il envisage, une relance budgétaire et monétaire, mais qui ne fera que reporter l'échéance. La troisième solution qu'il envisage, c'est la guerre. La guerre qui conduira au pire, avant peut-être d'ouvrir des opportunités pour les très rares survivants. Mais, retenons la 4e option. Enfin, c'est celle que souhaite Attali, une réorientation radicale de l'économie mondiale vers un mode de développement nouveau avec un tout autre rapport à la propriété des biens de consommation et de logement, réduisant à la fois l'endettement et l'empreinte climatique. Donc, réécoutez bien cela. Un tout autre rapport à la propriété des biens de consommation et de logement. Et en fait, c'est ce que l'on observe depuis quelques mois, et c'est ce qui était déjà discuté au Forum économique mondial de Davos, c'est comment, au nom de la lutte contre le réchauffement climatique et de la mise en place de toute une série de solutions énergétiques, on va pouvoir procéder soit à l'expropriation, soit à la mise en place de taxes ou de réglementations qui vont obliger quantité de gens à vendre leurs biens. C'était il y a à peine 15 jours, le directeur général de la Morgan Chase Bank, c'est une des plus importantes banques de la haute finance cosmopolite, a ajouté une note au rapport annuel de la banque. Et dans cette note, il annonce qu'il est impératif
que les gouvernements acceptent de modifier leurs règlements pour permettre l'expropriation de biens privés pour toute raison liée à l'écologie. Et en fait, la mise en place pratique de cela, illustrée par le président de la Morgan Chase Bank, c'est de dire, si par exemple, nous avons besoin de développer des grandes usines d'éoliennes, eh bien, il faut permettre l'expropriation de toutes les habitations qui sont sur le périmètre où il faut installer des usines. Mais comprenez que dans le processus qui est en train de se développer, il y a des multiples entreprises, usines, dépôts, hangars qui vont émerger pour de soi-disant raisons écologiques. Je vous citais les éoliennes, mais c'est tout ce qui est de l'ordre des vélos, des trottinettes, des insectes à consommer. Rappelez-vous que depuis quelque temps, on nous a dit que l'avenir en termes alimentaires, c'est de manger des insectes. Parce que les insectes, ça pollue beaucoup moins qu'un bœuf, ou qu'une vache, ou qu'un cochon. Et encore, tout cela, c'était déjà l'objet de prévisions faites au Forum économique mondial de Davos. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas né d'un seul coup. L'attention s'est portée sur la décision de Mme Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, d'autoriser à ce que les entreprises mettent des grillons dans l'alimentation, mais c'était quelque chose de prévu. Alors là, j'insiste parce que ça doit tous vous intéresser quand même, y compris tous les plus jeunes. C'est que donc aujourd'hui, l'Union européenne a autorisé que l'on mette de la poudre de grillon dans la bière, la pizza, le pain, les biscuits, les pâtes. C'est un nombre incalculable de produits qui sont vendus dans les grands magasins, qui donc sont autorisés à contenir de la poudre de grillon. Et cette poudre de grillon, eh bien, vous n'allez pas simplement retourner la boîte de biscuits et vérifier si on met qu'il y a du grillon dedans. Non. C'est évidemment indiqué sous un acronyme de chiffres et de lettres qui fait que la plupart des consommateurs ne vont absolument pas identifier le fait que ce qu'ils vont consommer, boire ou manger contient de la poudre de grillon. Et je précise que Mme Ursula von der Leyen, dans le document qu'elle signe qui autorise la présence de grillons dans votre alimentation et vos boissons, annonce que 11 autres types d'insectes sont dans la liste d'attente de validation. Vous n'allez pas finir de connaître entre les criquets, les fourmis et les cafards de toutes sortes de délicieux goûts croquants dans votre alimentation de demain. Or, une fois de plus, ce qui est significatif, c'est que dans le document signé par Mme Ursula von der Leyen, il y a des attendus, et qu'on dit bien qu'on ne sait pas quelles sont les conséquences sur la santé des consommateurs. Et qu'on sait qu'il y a des mises en garde de professionnels de la santé disant que cela va entraîner des conséquences néfastes pour une grande partie de la population. Mais on n'en tient pas compte. On continue, on signe. Mais on signe pourquoi? Parce que c'est décidé au Forum économique mondial de Davos. Il faut bien avoir conscience de cela. Aujourd'hui, bien sûr, on est tous d'accord qu'il faut taper sur des casseroles pour espérer que Emmanuel Macron s'en aille. Bon, alors c'est amusant. Et avouons-le, si demain il démissionnait, ben, nous applaudirions. Ce serait un bon moment, ce serait agréable, mais ce ne serait jamais qu'un court bon moment. Parce qu'inévitablement, son successeur serait à son tour une marionnette du Forum économique mondial de Davos. Parce que le vrai pouvoir, aujourd'hui, il n'est pas à Matignon, il n'est pas à l'Élysée. Le vrai pouvoir, il est à Davos.
Il est au Forum économique mondial de Davos, qui concentre les 10 000 entreprises multinationales les plus importantes de la planète, et devant lesquelles se prosternent l'essentiel des chefs d'État du monde. Un peu d'exception. Donc il faut en avoir conscience, parce que sinon, nous nous trompons sur la réalité de l'adversaire politique. Sinon, nous dépensons de l'énergie dans des combats qui sont des combats secondaires. Il faut identifier le vrai ennemi. Il faut identifier où est la bête, où se prennent les décisions. Le reste, ça n'est jamais que des seconds couteaux, des exécutants, des valets du système. Alors, je vous disais que c'était donc, ça fait partie d'un plan d'appauvrissement. Et je continue toujours sur ce prétexte écologique. La semaine dernière, le Parlement européen a adopté ce qu'ils appellent la réforme du marché carbone, qui prendra effet dès 2027 pour les particuliers sous la forme d'une nouvelle taxe. Alors, cette nouvelle taxe, vous allez me dire, bon, c'était pas si grave que ça, il y en a tellement, on en paye tellement des taxes. Alors, ce qu'ils ont prévu au Parlement européen, c'est de faire payer annuellement à chaque Français 45 € par tonne de CO2 émise. Et figurez-vous qu'ils ont déjà fait le calcul et que chacun d'entre vous émet 10 tonnes de CO2 par an, selon la définition réalisée par nos technocrates européens. Donc la multiplication est facile, 10 fois 45 €, 450 € par an en moyenne de nouvelles taxes pour justifier de sauver la planète et de résoudre les problèmes de CO2 et de carbone, parce qu'il est évident que si vous payez 450 € par an, ben le CO2 disparaît ou s'atténue, c'est si simple. Donc, voyez-vous, il faut bien avoir conscience de ça. 450 € de taxes par an, une volonté de permettre l'expropriation pour toute une série d'installations d'usines à prétexte écologique qui en fait enrichissent toujours les mêmes multimillionnaires qui sont les actionnaires de toutes les multinationales, Bill Gates, Zuckerberg et consorts, Rothschild, Rockefeller, la liste est longue. Mais vous avez encore un autre élément dont vous devez tenir compte, c'est qu'ils ont en tête de mettre en place toute une nouvelle série de règles énergétiques qui vont à terme devoir obligatoirement être remplies pour pouvoir louer un bien. Donc en fait, augmenter tellement drastiquement les obligations en termes de double vitrage, d'isolation, qu'en fait, la plupart des gens ne pourront pas faire face à ces nouvelles réglementations. Parce que ce seront des nouvelles réglementations tellement rigides, tellement exigeantes, et donc tellement coûteuses à mettre en place, que beaucoup de propriétaires ne pourront pas payer cette transformation de leur bien immobilier. Qu'est-ce que ça va engendrer? Que donc, si vous n'êtes pas en mesure de payer ces travaux, vous ne pourrez plus louer votre bien immobilier. Vous ne pourrez plus louer un appartement, une maison. Si vous ne pouvez plus le louer, vous devrez à ce moment-là vendre votre bien immobilier. Mais puisque votre bien immobilier n'est pas aux nouvelles normes, il sera dévalué de façon très importante. Et donc, dans la suite logique, vous étiez propriétaire, vous allez devoir vendre à perte à des multinationales de gestion immobilière qui vont ensuite remettre ces biens immobiliers aux nouvelles normes pour vous les relouer à prix fort cher. Ça entre vraiment dans un processus bien organisé d'appauvrissement. Cet appauvrissement n'est jamais que l'étape intermédiaire avant le plan de dépopulation. Parce qu'il faut en avoir conscience, au Forum économique mondial de Davos,
L'idée, elle est bien simple, bien nette, bien précise. Il faut que la très grande majorité de la population mondiale disparaisse. Elle doit disparaître, elle doit mourir. Et pour cela, il y a évidemment tout un éventail de processus à mettre en place. Et là encore, on va me dire, M. Escala, vous êtes un complotiste. Et je vais me limiter à citer des données tout à fait officielles. Vous connaissez tous Aldous Huxley. Aldous Huxley, c'est l'auteur du fameux roman d'anticipation, Le meilleur des mondes. Mais Aldous Huxley avait un frère qui s'appelait Julian Huxley. Et Julian Huxley a travaillé pour la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU. Et qu'a-t-il écrit, Julian Huxley? Dans un document, tout ce qu'il y a de plus officiel, que vous pouvez retrouver, qui est disponible, que vous pouvez trouver en facsimilé en quelques clics sur Google, Julian Huxley expliquait qu'idéalement, il faudrait éliminer chaque jour au moins 100 000 personnes. Chaque jour. Qu'évidemment c'est difficilement audible, mais que c'est la seule solution pour régler le problème de la surpopulation, éliminer au moins 100 000 personnes chaque jour. Et aujourd'hui, vous voyez tout ce qui se met en place. Et comprenez que ce n'est pas le fruit du hasard. Souvenez-vous que, ou apprenez-le, tous ne sont pas nécessairement au courant, qu'un an avant qu'arrive un pangolin chinois porteur d'un virus, eh bien, Bill Gates, en conférence filmée, disponible sur YouTube, expliquait devant un parterre d'auditeurs attentifs qu'un jour viendrait un virus et qu'il faudrait qu'un vaccin contribue à la dépopulation. Et nous y sommes, en fait, évidemment, bien sûr de façon non avouée, mais regardez qu'on a obligé une grande majorité de la population occidentale, à tout moins, beaucoup moins en Afrique, à se faire injecter 1, 2, 3 doses d'un produit dont on ne sait en vérité rien, et dont on voit surtout, depuis maintenant de nombreux mois, que les effets secondaires ne cessent de s'aggraver et que la liste est longue de personnes qui décèdent de maladies diverses et variées alors qu'elles étaient précédemment en bonne santé. Et on voit émerger des phénomènes qui n'existaient pas ou étaient exceptionnels. On n'a jamais vu autant de jeunes en parfaite santé qui meurent sur un terrain de foot ou un terrain de sport en pleine activité. Ça existait, bien sûr, mais jamais dans une telle proportion, jamais dans une telle ampleur. Le professeur Christian Perron me disait, on n'a jamais vu précédemment autant de gens qui développent de multiples cancers tout à la fois. Avant, il y avait bien sûr quantité de gens qui avaient le cancer, mais il était très rare d'avoir 2 cancers à la fois, au même moment, qui se déclenchaient. Aujourd'hui, on voit des gens qui ont 3-4 cancers simultanés. Ça n'existait pas. Et souvenez-vous de ce que disait le docteur Yeadon. Le docteur Yeadon, il faut vraiment avoir ce nom en tête. Le docteur Yeadon est l'ancien vice-président de Pfizer. C'est donc particulièrement intéressant de noter ce qu'il disait. Le docteur professeur Yeadon, ancien vice-président de Pfizer, a été le directeur de la recherche technique et scientifique chez Pfizer. Et lorsqu'on a commencé à mettre en place le vaccin,
dit vaccin contre ce virus, le docteur Yeadon a immédiatement souligné que ces techniques ARN messagers étaient l'occasion d'y placer des bombes à retardement. Que bien sûr, il n'était pas en mesure de le certifier, de le prouver, mais que scientifiquement, cette nouveauté qu'est l'utilisation de l'ARN messager dans des dits vaccins peut contenir des éléments qui vont provoquer l'émergence d'une maladie quelconque à un moment clé écrit dans cette injection. On peut vraiment préciser dans cette injection de déclencher un cancer, une détérioration du cœur, un problème de zona ou de détérioration génétique ou de détérioration des éléments immunitaires. On peut séquencer la chose et dire que ça doit se déclencher 6 mois après l'injection, 1 mois après l'injection, 2 ans après l'injection. Et on peut avoir suffisamment de doses pour, en fait, que les effets soient répartis, disséminés dans la population, d'une telle façon que, bien sûr, tout le monde n'ait pas d'effets secondaires, d'une part, et puis, d'autre part, que les effets secondaires soient différents d'une personne à l'autre. Et encore une fois, ce n'est pas moi, le complotiste, qui vous dit ça. C'est le docteur Yeadon, qui est l'ancien vice-président de Pfizer, qui est le principal laboratoire fournissant les injections. Rappelons aussi quand même que la multinationale Pfizer a imposé, obtenu des gouvernements une clause qui empêche les gouvernements de se retourner contre Pfizer en cas d'effet secondaire. Ça n'est jamais, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Et l'Union européenne a signé cela. Et tous les gouvernements américains, canadiens, australiens, ils ont tous signé ça. C'est incroyable. Mais ça ne se comprend précisément que si on prend conscience que ça entre dans un processus de dépopulation en parallèle. Et que, en parallèle de tout cela, toute la destruction de la famille accompagne cela. En France, il y a quelques mois, nous avons été confrontés à la constitutionnalisation de l'avortement. C'est très significatif. La Constitution, ce n'est pas un texte secondaire. La Constitution, c'est le socle d'une nation. C'est à partir de cette Constitution qu'en principe se détermine l'ensemble des lois d'un pays. Or, si dans la Constitution même, vous fixez comme l'un des fondements de l'État le droit à l'avortement, le droit à tuer un enfant dans le ventre d'une mère, bien, comprenez que c'est mettre en place comme fondement de l'État républicain la dépopulation, l'eugénisme. Et nous ne nous arrêtons pas à cela, Macron promet l'euthanasie. Et en même temps, vous avez le déploiement de toute la propagande transgenre et de toute la propagande LGBT. Et on sait bien qu'en réalité, à partir du moment où, dans les écoles de la République, dès le plus jeune âge, vous multipliez une propagande incessante en faveur de toute cette inversion des mœurs, vous créez des idées dans les cerveaux qui n'existaient pas, qui ne sont pas naturelles. Et on voit aujourd'hui une explosion du nombre d'enfants qui se font soit opérer, soit prescrire des hormones et des bloquants de puberté dans le cadre de procédures transgenres.
c'est du jamais vu, là encore. Hein. C'est, je veux dire, si vous prenez le phénomène qu'on dit transgenre, il y a 10 ans, il existait, mais il n'avait absolument pas cet impact, il n'entraînait pas autant de conséquences pratiques. Aujourd'hui, vous avez une augmentation de 1000%, 1000% des interventions de changement de sexe sur l'enfant. Une augmentation de 1000%. Mais là encore, ça entre dans ce même processus de dépopulation mondiale, parce qu'évidemment, un transgenre, il n'aura pas d'enfant. Des invertis, ils n'auront pas d'enfant. Donc plus vous entraînez la bascule dans cette inversion des mœurs, plus vous réduisez, plus vous provoquez l'effondrement démographique. Mais tout ça est assumé. La plupart des milliardaires des GAFAM, les grands propriétaires de Google, Amazon, Microsoft, eh bien, ils partagent une même conception, c'est que la population mondiale doit être réduite à 1 milliard d'habitants. 1 milliard d'habitants, vous voyez ce que ça signifie en termes de nombre de personnes qui doivent disparaître. Pour en faire survivre 1 milliard, ce sont plusieurs milliards d'habitants qui doivent disparaître. Donc, vraiment, ayez conscience de ce qui se prépare et comprenez que rien n'est fortuit. Il n'y a rien de hasardeux. Tout est orchestré, tout est organisé. Et que, de la même façon, ce qui se prépare pour nous, le crédit social, est également le schéma vers le renforcement du totalitarisme. Le crédit social, je pense que la plupart d'entre vous en ont entendu parler, mais ne perçoivent pas nécessairement ce que ça signifie, c'est que vous allez avoir dans l'ensemble des domaines de votre existence un permis à points. Le permis à points que vous avez pour conduire votre véhicule, eh bien, il va se généraliser dans l'ensemble des éléments de votre existence, de votre quotidien. Et qu'à chaque fois que vous commettez un acte qui est en contradiction avec l'orientation gouvernementale, c'est-à-dire l'orientation mondialiste, eh bien, vous allez perdre des points. Et ce système a été mis en place en Chine, il est déjà très largement en vigueur en Chine, et donc si vous perdez un nombre conséquent de points, eh bien, par exemple, on vous ferme votre compte en banque. Si vous perdez un certain nombre de points, en tant que parent, vous n'avez plus le droit d'envoyer vos enfants à l'université. Mais plus loin encore, dans la plupart des grandes villes chinoises, dans les stations de métro, dans les gares, eh bien, vous avez ces distributeurs de boissons comme ici, mais qui ont une toute petite différence par rapport à ici, c'est que pour obtenir votre canette de boisson, vous devez au préalable passer par la reconnaissance faciale, qui doit déterminer si vous avez assez de points pour acheter le bâton de chocolat ou la bouteille d'eau. Parce que si vous êtes un citoyen incivique aux yeux du nouvel ordre mondial, eh bien vous n'avez pas le droit d'acheter votre boisson ou votre barre de chocolat. Même ça vous est refusé. Et ce système de crédit social, ça n'est pas réservé à la Chine communiste. Ayons bien ça en tête. L'Union européenne trouve que le crédit social est un modèle intéressant à reproduire, au moins partiellement, ici en Europe. Et d'ailleurs, à la fois l'achat massif de caméras permettant la reconnaissance faciale par Emmanuel Macron et
les nouveaux modes d'identification numérique, tous vos papiers, vos nouveaux permis de conduire, etc., passent tous par l'identification numérique. C'est l'occasion de constituer la base de données numérique qui va permettre ultérieurement que donc, avec les caméras de reconnaissance faciale, on puisse identifier chacun d'entre vous pour le sanctionner en fonction de ce qu'il commettrait de mal par rapport à ce que dicte le nouvel ordre mondial. Autre élément qui va aussi dans ce sens, c'est le développement du transhumanisme et son préalable, l'intelligence artificielle. Et là encore, dites-vous bien que c'est la négation ultime de la création divine. Pour ceux qui sont les promoteurs du transhumanisme, il s'agit bien de se substituer à Dieu, de prouver à la face du monde qu'ils sont parvenus à créer de nouvelles entités, de nouveaux êtres, et qu'ils sont donc dans un pouvoir démiurge, dans un pouvoir prométhéen qui leur permet de développer ce qu'ils appellent l'homme augmenté. Et tout est toujours avancé sous l'apparence d'un bien, je le rappelle souvent. C'est-à-dire que si vous êtes un soldat qui revient de la guerre en Somalie ou au Mali ou en Irak, ou que sais-je, et que vous revenez avec un bras en moins parce que vous avez sauté sur une mine ou parce que votre véhicule a fait l'objet d'un tir de missile. Eh bien, évidemment, lorsqu'on vous propose à l'hôpital d'avoir une prothèse d'une nouvelle génération qui est animée par un implant dans le cerveau, dans un premier temps, même si vous avez quand même un réflexe de doute par rapport à l'implant dans le cerveau, vous vous dites que si vous avez un bras qui vous permet d'être actionné par le simple désir du cerveau, exactement comme le bras authentique que vous avez de l'autre côté, c'est avantageux. Et vos familles vont vous y encourager souvent. Mais encore une fois, c'est un mal qui s'avance sous l'apparence d'un bien. Parce que qui dit implant dans le cerveau, dit que vous ne maîtrisez plus ce que vous êtes, que vous ne maîtrisez plus vos décisions, que tout implant, par définition, c'est une façon de vous connecter, vous devenez à ce moment-là un être connecté, et par définition, un être connecté peut être piraté. Le hacking, le piratage informatique peut à ce moment-là permettre de prendre le contrôle du cerveau de la personne qui aura reçu un implant, et vous pouvez être amené à ce moment-là à commettre toute une série d'actes dont vous n'auriez eu aucune intention réelle, personnelle. Est-ce que de nouveau je fabule? Est-ce que c'est du complotisme, du conspirationnisme? Je me repose là tout simplement sur un document émanant de la Défense nationale. La Défense nationale a une cellule qui est chargée de l'anticipation des guerres à venir, et dans des travaux qu'ils ont commandés auprès de toute une série de penseurs spécialistes de l'anticipation, ils considèrent que l'entreprise de puçage de la population, d'implant de la population, va démarrer en 2030, très probablement, vers 2030. Et que, donc, parmi les premières personnes qui vont se faire implanter, on trouvera en première ligne les officiers de l'armée. Et que, donc, pour leur permettre d'avoir des caractéristiques supérieures à la moyenne, donc, eh bien, ils vont accepter, évidemment, puisque c'est une consigne de l'état-major, ils vont accepter d'être pucés. Mais donc, dans l'anticipation qu'en fait la Défense nationale,
ils expliquent qu'il se trouvera un moment où l'armée va être confrontée à un phénomène inattendu, c'est que des officiers de l'armée vont être piratés au niveau de leur cerveau par une armée étrangère, vont commettre des actes contre leur propre armée, et qu'il faudra se demander, dans ce cas-là, si l'officier qui commet un tel acte doit être considéré comme un traître ou non, partant du fait que c'est l'état-major lui-même qui lui a donné la consigne de recevoir cet implant au préalable. Vous voyez, le monde vers lequel on va. Et j'arrête là le descriptif apocalyptique pour revenir vers notre combat. Emmanuel Macron nous a dit lors d'un discours, nous sommes en guerre. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai, nous sommes en guerre et c'est effectivement Emmanuel Macron nous fait la guerre. Le gouvernement français nous fait la guerre. Les décideurs mondialistes nous font la guerre. À partir du moment où nous en sommes conscients, il s'agit de voir comment nous allons répondre à cette guerre qui nous est déclarée. Le premier élément dont il faut prendre compte, c'est que lorsque une guerre d'une telle ampleur est déclarée à l'ensemble de la population, il n'y a personne qui n'est pas concerné. Parce que cette guerre, elle est déclarée contre Dieu, contre l'Église catholique, mais elle est déclarée aussi contre la loi naturelle et contre l'ensemble de la population mondiale. Personne n'est à l'abri. Dans ce phénomène-là, donc, chacun est un soldat. Chacun doit résister. Puisque la guerre nous est déclarée à tous, personne n'est en droit de s'affranchir de la mobilisation qui s'impose. Ayez en tête de cela, il est important que chacun d'entre vous, ici, quel que soit votre âge, quel que soit votre niveau d'études, quelle que soit votre profession, quelle que soit votre condition sociale, chacun d'entre vous a une place dans l'armée du bon sens, l'armée de Dieu qui doit se mettre en place. De la même façon que dans une armée d'autrefois, vous avez à la fois des généraux, vous avez à la fois des sous-officiers, vous avez à la fois de la troupe, vous avez à la fois un rôle pour les clairons, pour les tambours, pour la cavalerie et pour le cuistot, pour les transmissions et pour le génie, pour la logistique et pour la cavalerie. Et bien de la même façon, dans le combat qu'il nous faut mener, il y a une place pour chacun d'entre eux. Personne ne peut dire « ce n'est pas pour moi ». Quelle que soit votre situation personnelle, il y a une place pour chacun d'entre vous. Et la question ne devrait même pas se poser, ce ne devrait pas être un choix en réalité. Ce devrait être une telle évidence que vous deviez considérer que vous n'avez pas le droit, ni même la possibilité d'échapper à cette mobilisation qui s'impose. En vérité, ne pas vous engager, c'est tenter la fuite, et cette fuite, en réalité, elle est impossible parce que tôt ou tard, vous serez rattrapé par la machine qui se met en place. Dans ce cadre-là, il faut maintenant comprendre par quels moyens nous pouvons combattre. Qu'est-ce qui doit caractériser notre combat? Et il est une évidence qui s'impose à nous. Ce combat ne peut avoir de réussite que si il est un combat catholique. Toute volonté, pour des prétextes quelconques,
de ne pas affirmer notre foi dans ce combat, c'est nous assurer de l'échec de ce combat. Et là encore, parce que l'histoire est un livre d'enseignement, tous les exemples récents des grandes mobilisations, des grands mouvements qui connaissent, oh, bien sûr, une couverture médiatique comme Civitas n'en connaît absolument pas, eh bien, tous, en réalité, ont pour résultat l'échec ou le reniement. Je vais vous rappeler deux exemples qui me semblent très parlants. La manif pour tous, où il est une évidence que 99% des gens qui composaient la manif pour tous étaient catholiques. Mais la consigne, c'était qu'il ne fallait pas l'affirmer, qu'il ne fallait pas le montrer, qu'il fallait mettre notre foi en poche, parce que ça allait permettre de faire nombre, d'être mieux entendu, de peser plus dans le débat. Et l'étape suivante, après avoir mis notre foi en poche, c'est nous dire que le combat contre le mariage inverti doit passer par une condamnation de l'homophobie. Ce qui déjà en soi est une acceptation d'une sémantique imposée par le lobby LGBT, puisque l'homophobie, le terme homophobie, le concept homophobie, c'est une invention de professionnels du marketing lors d'une convention LGBT aux États-Unis il y a plus de 25 ans. Et donc, quand les dirigeants de la Manif pour tous souscrivent déjà en préambule à la sémantique de l'adversaire, ils ont déjà perdu la bataille avant même d'avoir commencé à la livrer. Je vais maintenant citer un autre exemple, c'est celui du Rassemblement national. Bien sûr, je sais d'une part qu'il y a vraiment beaucoup de gens bien encore au Rassemblement national. Et j'y ai des amis personnels. Donc je ne jette absolument pas la pierre à l'ensemble des gens qui sont engagés au Rassemblement national. Mais voyez la dérive de ce parti au cours des derniers mois tout particulièrement. Le Rassemblement national ces derniers mois, c'est 1. Avoir voté la constitutionnalisation de l'avortement. Marine Le Pen avait même rédigé son propre texte de constitutionnalisation de l'avortement. 2. C'est il y a quelques jours, pour les 10 ans de la loi Taubira, la loi légalisant le mariage des invertis. Eh bien, c'est plusieurs députés du Rassemblement national qui se sont réjouis, qui ont fêté cet anniversaire. Des députés du Rassemblement national qui ont célébré les 10 ans du mariage inverti. 3. C'est un maire du Rassemblement national qui a souhaité bon Ramadan. 4. Ce sont des députés du Rassemblement national qui ont félicité Meyer Habib pour avoir été réélu. Meyer Habib, qui, je le rappelle, est le député de la circonscription des Français établis en Israël et qui est un ancien membre de la milice du Bétar. Et il faut que ce soit des députés du Rassemblement national qui le félicitent pour sa réélection après que sa précédente élection ait été invalidée par le Conseil constitutionnel pour irrégularité. Vous vous rendez compte en plus du personnage. Le Conseil constitutionnel invalide son élection pour irrégularité, il est réélu et le Rassemblement national le félicite. Bravo, bravo. Tous corrompus, tous pourris. Voyez, quand on voit ça, comment peut-on penser un seul instant que si demain le Rassemblement national était au pouvoir, il changerait les choses
pour réformer la France comme nous le voulons. Aujourd'hui, le Rassemblement national n'est plus qu'un gestionnaire à la petite semaine. Il veut le pouvoir pour le pouvoir, et il est prêt à tous les reniements, simplement pour avoir quelques petits maillons du pouvoir dans ses mains. Mais pour en faire quoi? Rien. Rien. S'il s'agit à la fois de souscrire au dictat LGBT, au dictat à l'islamisation de la France, au sionisme et au mondialisme, mais que reste-t-il du programme du Rassemblement national? Que reste-t-il? Plusieurs maires du Rassemblement national ont eux-mêmes signé les papiers de construction de nouvelles mosquées. Que reste-t-il du Rassemblement national? Donc, en vérité, il n'y a pas d'autre place que le combat catholique. Tout le reste est voué à l'échec. Tout le reste est perdu d'office. Alors, je veux terminer en vous rappelant des citations qui, j'espère, auront valeur d'argument d'autorité pour vous. Parce que, bien sûr, vous pouvez me dire « Oh, mais Escada, il prêche pour sa chapelle, il est le président de Civitas, Civitas est un mouvement catholique, donc évidemment, il veut que vous vous engagez dans un mouvement catholique. » Mais a-t-il véritablement raison? Est-ce que véritablement, il ne faut pas tenter de faire nombre en cachant cela? Est-ce qu'il n'y a vraiment pas d'autres voies possibles? Et je vais donner lecture d'un mot qui vient d'un de nos principaux adversaires. Alors, c'était écrit au moment des lois de séparation de l'Église et de l'État. L'auteur de ces lignes, c'est Jean Jaurès, et il s'exprime au moment où les lois de séparation de l'Église et de l'État ont été votées à l'Assemblée nationale. Et il dénonce, en fait, le fait que les députés catholiques qui étaient présents à l'Assemblée nationale au moment même se sont tous reniés, se sont tous aplatis, ont utilisé de vagues arguments, mais aucun argument ayant trait à la foi. Je le cite. « Nos adversaires ont-ils opposé doctrine à doctrine, idéal à idéal? Ont-ils eu le courage de dresser contre la pensée de la Révolution l'entière pensée catholique, de réclamer pour le Dieu de la révélation chrétienne le droit non seulement d'inspirer et de guider la société spirituelle, mais de façonner la société civile? Non. Ils se sont dérobés. Ils ont chicané sur des détails d'organisation. Ils n'ont pas affirmé nettement le principe même qui est comme l'âme de l'Église. Et vous voyez, ce reproche fait par un de nos adversaires est hélas aujourd'hui toujours vrai. Et il est une véritable gifle et en même temps une véritable leçon pour nous dans la façon dont nous devons mener la bataille. Et puis, j'entends souvent, beaucoup trop souvent, des gens, y compris dans le monde de la tradition, y compris hélas parfois par des membres du clergé, qui disent, vous savez, la situation, elle est trop risquée aujourd'hui. Nous avons trop à perdre. Nous devons faire attention à nos écoles, à nos prieurés, donc il vaut mieux passer sous les radars, faire profil bas, ne plus prendre part aux grands événements, ne plus nous afficher, nous organiser entre nous simplement pour tenter de vivre le plus conformément possible à notre civilisation. Et là encore, eh bien, rien ne vaut une citation qui est un démenti complet à cette logique-là. Et une citation qui doit vraiment faire preuve, faire objet d'arguments d'autorité. Je vous cite Léon XIII. Il y en a qui ne voudraient pas qu'on s'opposât ouvertement au triomphe de l'injustice toute-puissante. Crainte d'exaspérer la colère des adversaires. Ces gens-là,
Sont-ils pour l'Église ou contre elle? On ne saurait le dire. Rien n'est plus impropre à faire reculer le mal. Nous avons en effet des ennemis dont le dessein, et ils ne s'en cachent pas, mais s'en vantent tout haut, est d'anéantir, s'ils le peuvent, la vraie religion, la religion catholique. Et pour y arriver, il n'est rien qu'ils n'osent. Ils savent bien, en effet, qu'en intimidant le courage des bons, ils se facilitent leur besogne. Aussi est-ce faire leur jeu, bien loin de les arrêter, que de s'embouer de cette prudence de la chair qui veut ignorer la loi imposée aux chrétiens d'être un militant, céder ou se taire, quand s'élève de toutes parts une telle clameur contre la vérité, et ou bien lâcheté, ou bien hésitation dans la foi. C'est dans les deux cas se déshonorer et faire injure à Dieu. C'est compromettre son salut et celui des autres. C'est travailler pour les seuls ennemis de la foi, car rien n'encourage l'audace des mauvais comme la faiblesse des bons. Au surplus, les chrétiens sont nés pour la lutte. Eh bien, voyez-vous, cela, ce doit être votre préambule pour vous enrôler à Civitas. Vraiment, je ne dirai jamais assez que rien ne peut être fait sans vous. Que cette conférence serait un échec si vous repartiez chez vous en disant « c'était intéressant, mais c'est pour les autres ». Il n'y a aucun d'entre vous qui n'est pas concerné. Je devrais voir la fin de cette journée avec la pile de bulletins d'adhésion remplis par chacun d'entre vous, sauf ceux qui sont déjà en ordre de cotisation. Et je ne vous le dis pas parce que je suis là comme un représentant de commerce à essayer de vous vendre un produit, mais parce que il n'y a pas de combat possible si ceux qui ont reçu, si ceux qui ont la formation, si ceux qui ont la Sainte Messe, si ceux qui ont la foi désertent le combat. Si vous désertez, qui se battra? Si vous abandonnez le combat pour vos familles, pour votre nation, pour votre foi, qui combattra? Ne demandez pas que ce soit les autres. Vous avez tous votre part, quel que soit votre âge. Vraiment, ayez-en conscience. Il y a de la place pour les plus jeunes et pour les plus âgés. Il y a de la place pour les plus vaillants et pour les plus malades. Il y a de la place pour les hommes et pour les femmes. Et de grâce, engagez-vous, prenez des responsabilités. Même ne vous contentez pas d'une adhésion, mais participez à la vie de votre section. Ayez conscience que c'est un vrai combat. Ce n'est pas simplement se donner bonne conscience. Ce n'est pas simplement nous laisser un billet et avoir le sentiment d'avoir fait son devoir. Non, c'est une bataille. Macron nous l'a dit. Nous sommes en guerre. Et pour le coup, là, il ne nous a pas menti. C'est vrai. Il n'a pas dit exactement la vérité, parce que ce n'est pas la guerre telle qu'il entendait. Mais c'est vrai, nous sommes en guerre. Et donc, encore, je veux vous rappeler que dimanche prochain, le 7 mai, c'est l'hommage à Sainte Jeanne d'Arc, l'hommage national à Sainte Jeanne d'Arc à Paris. Et que j'espère voir beaucoup d'entre vous à ce défilé. Oh, bien sûr, je sais, c'est encore des kilomètres. C'est encore un long déplacement. C'est encore une journée qui est, disons, consacrée à un acte militant, alors que vous pourriez la passer à une journée en famille, à une journée de hobby, à une journée de que sais-je. Mais ayez en tête que, vraiment, il y a des moments où vous devez témoigner publiquement de votre foi et de votre attachement à votre pays.
et qu'il n'y a pas de plus belle journée que par un hommage à Sainte Jeanne d'Arc, qui est le plus beau modèle de vertu que nous ayons à offrir à notre jeunesse. Et puis, ayez en tête le rendez-vous de notre université d'été qui aura lieu du 29 au 31 juillet en Mayenne sur le thème « Combattre le satanisme du nouvel ordre mondial, les clés de la victoire » et qui vous permettra d'entendre des intervenants de haut niveau, et parmi eux Monseigneur Vigano, et aussi parmi eux le témoignage d'un ancien haut gradé de la franc-maçonnerie qui a quitté la franc-maçonnerie et qui viendra témoigner de la réalité satanique de ce qui se passe en loge, de ce qui se passe en franc-maçonnerie. Vraiment, ce matin, ça vous a été rappelé. Ayez conscience qu'un engagement dans Civitas passe par un triptyque qui est prière, formation, action, et que donc il est important que vous ayez une vie spirituelle, une vie intérieure réelle, et que vous ayez aussi le souci de consacrer du temps à la formation, et une université d'été en fait partie. Mais il est important aussi qu'ensuite, cela ne reste pas comme un arbre stérile, que vous ayez vraiment ensuite la volonté de passer à l'action, de vous battre pour votre foi, de vous battre pour votre patrie, de vous battre pour vos enfants, pour votre famille. À la grâce de Dieu, Deus Vult, je vous le souhaite.